c'est parti. Né à Pise en 1564 et mort en 1642, à 19 ans je pose les prémices de la théorie sur l'oscillation des pendules en chronométrant le balancement des lustres de la tour de Pise avec mon pouls. Je suis un mathématicien, géomètre, physicien et astronome italien. Je suis régulièrement reconnu comme l'un des 10 scientifiques les plus importants de l'histoire de l'humanité. Je suis... Bonjour à tous et bienvenue sur Pause ta Science, la chaîne où on vous parle de science et d'esprit critique. Et aujourd'hui, on va vous parler de Galilée et d'une sous-compétence importante de l'esprit critique, le raisonnement par hypothèse. Galilée est l'un des scientifiques les plus importants de l'histoire. Il a fait de grandes avancées en physique et en mathématiques, et il est notamment l'un des premiers grands défenseurs de l'héliocentrisme, la théorie selon laquelle le Soleil est au centre du système solaire et non la Terre. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à l'époque de Galilée, la physique n'était pas très avancée. En gros, c'est Aristote qui avait fait le gros du travail dans l'Antiquité. Le problème, c'est que pour établir cette théorie de la physique, Aristote s'était beaucoup basé sur la déduction. Si vous voulez plus de détails sur la déduction, on vous invite à regarder notre vidéo Pause ta Science sur Pythagore dans la description. Aristote, lui, il avait utilisé la déduction même pour établir sa théorie de la physique. Et donc par exemple sur la chute des corps, il avait établi toute une théorie qui était cohérente parfaitement, c'est-à-dire qu'elle ne se contredisait pas. Le seul défaut de la théorie de la chute des corps d'Aristote, c'est qu'elle était fausse. Selon la théorie de la chute des corps d'Aristote, plus un objet est lourd, plus il tombe vite, et il ne peut être bloqué dans sa chute que par un objet plus lourd. Moi par exemple, je tiens debout et je ne traverse pas le sol de ce bâtiment parce que le bâtiment est plus lourd que moi. Cette théorie selon laquelle plus un objet est lourd, plus il tombe vite, elle a dû faire tiquer Galilée. En tout cas, il a eu une idée toute simple, et cette idée, elle est à l'origine de la révolution scientifique au XVIe siècle. Il a décidé de vérifier cette théorie. Alors, ça nous paraît évident aujourd'hui à nous qu'il faut vérifier une théorie avant de l'utiliser. Mais au Moyen-Âge, ça ne l'était pas. C'est pour ça, par exemple, qu'on pratiquait des saignées pour soigner les gens. C'est-à-dire qu'on les faisait saigner pour les soigner de leurs maux. Ça paraît absurde, mais simplement à l'époque, on avait oublié de vérifier si cette méthode était efficace ou pas d'un point de vue médical. À partir du XVIe siècle, les hommes ont commencé à reconnaître leur ignorance et à baser leur savoir sur des théories vérifiables et vérifiées. C'est ce qu'on appelle la révolution scientifique qui est à l'origine de l'immense progrès technologique que nous avons connu ces 500 dernières années. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, je vous invite à lire le livre Sapiens de Yuval Harari qui traite de la révolution scientifique en détail. Et Galilée, c'est un des premiers grands exemples de façon de penser scientifique, basée sur le raisonnement hypothétique. Par exemple, pour la théorie de la chute des corps d'Aristote, il a eu l'idée de vérifier si elle était vraie par l'observation. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a placé sur une pente 2 billes, une bille de plomb et une bille de liège. D'après la théorie d'Aristote, comme la bille de plomb est plus lourde, elles avaient la même taille, alors la bille de plomb devait tomber en premier. Et à sa grande surprise, systématiquement, les 2 billes tombaient en même temps. Par l'observation, il a donc été obligé de réfuter la théorie de la chute des corps d'Aristote. Et ça, c'est la leçon du jour d'un point de vue esprit critique. On l'appelle in naturo veritas. Une théorie a beau être élégante et belle, si elle est réfutée par une observation dans la nature, alors elle n'est pas valide. Et aujourd'hui, on va nous aussi jouer les Galilées. Alors, on ne va pas comparer la chute de 2 billes, une de plomb, une de liège, parce que je vous ai déjà donné la réponse. Ce ne serait pas très intéressant. On va étudier un autre phénomène de la nature par l'observation. C'est parti. Voici l'expérience du jour, que nous avons appelée le plan incliné de Galilée. Il est composé d'une pente sur laquelle peut rouler une bille. Et au-dessus de cette pente, il y a des cloches que la bille fera sonner quand elle passera en dessous. Démonstration. Ce qu'on va étudier aujourd'hui, c'est pas si une bille plus lourde tombe plus vite, mais comment la vitesse d'une bille évolue avec le temps. Est-ce qu'une bille qui roule sur une pente va de plus en plus vite ou est-ce qu'elle avance à vitesse constante? Mettons qu'on suppose que la bille roule à vitesse constante. Alors, étant donné que j'ai placé les clochettes à égale distance, quand je vais faire rouler la bille sur la pente, la bille va sonner à intervalles de temps réguliers. Mettons toutes les demi-secondes. Eh bien, testons. C'est parti. Bon, notre hypothèse n'a pas été vérifiée. On a vu que les cloches sonnent de plus en plus vite,
alors qu'on les a placés à égale distance. Donc il semblerait que la bille accélère. C'est donc notre nouvelle hypothèse du jour, et pour tester cette hypothèse, on va placer les cloches à intervalles de plus en plus grands. C'est parti! Là, on a placé les cloches à distance croissante, c'est-à-dire que plus on avance, plus elles sont écartées entre elles. Et on a pu voir qu'elles sonnaient à intervalles réguliers quand on faisait rouler la bille dessus. Ce qui veut dire que ça confirme notre hypothèse selon laquelle la bille accélère. Alors, pour ceux que ça intéresse et qui veulent plus de détails, voici la formule exacte du déplacement de la bille en fonction du temps. T, c'est le temps passé depuis le moment où on a lâché la bille. Cette formule, elle nous sert à prédire où se trouve la bille à un instant donné, t. C'est ce qu'on appelle un modèle mathématique. Ici à INRIA, l'équipe Factas travaille sur la question des modèles mathématiques. On leur donne des observations et à partir de ces observations, ils doivent trouver le modèle mathématique qui permet d'avoir exactement ces observations afin d'avoir d'autres prédictions plus tard. Ils travaillent sur de nombreux exemples palpitants comme le calibrage de matériel embarqué sur les satellites, la localisation de zones d'activité dans le cerveau à partir d'encéphalogrammes et la modélisation du champ magnétique terrestre à partir de lamelles de roches. Mais vérifier une théorie, ça ne sert pas qu'aux chercheurs. La prochaine fois que votre oncle vous recommande de boire de la sève de bouleau pour soigner vos reins, je vous invite à vérifier si cette théorie a déjà été testée scientifiquement ou si ce n'est qu'une nouvelle façon de faire des saignées comme au Moyen-Âge. À la prochaine!